Coucou. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu un format podcast entre guillemets, c'est-à-dire que je voulais parler d'un sujet, de toute façon vous le voyez dans le titre, mon rapport avec mon corps, parce que c'est quelque chose de très compliqué encore pour moi, c'est quelque chose qui impacte ma vie au quotidien et qui impacte aussi énormément mon travail, et je voulais vraiment en parler en profondeur avec vous d'une façon dont je ne l'avais jamais fait. Donc quand je dis que c'est un format un peu podcast, c'est dans le sens où vous pouvez écouter la vidéo, il n'y a pas forcément besoin de la regarder, écouter tout simplement. Voilà, je voulais parler en profondeur de ce sujet-là parce que encore hier j'en parlais avec ma copine du coup, et c'est vrai que c'est un peu le point qui relie tout ce qui ne va pas chez moi encore maintenant et qui m'empêche de faire énormément de choses dans la vie, que ce soit de façon professionnelle, dans mes relations, dans plein de choses. Et pour ce faire, je voulais en parler en parcourant en fait toute ma vie et ce qui a fait que j'en suis là maintenant. Donc j'aimerais faire une première partie, donc tout sera dans la même vidéo, mais une partie où je vais parler de comment j'ai grandi, mon enfance, dans des détails que je n'avais jamais racontés parce que j'estimais que c'était trop privé pour moi et que j'avais l'impression que si je parlais de mes insécurités les plus profondes et qui m'atteignent encore maintenant, forcément des gens allaient les utiliser contre moi, ce qui peut arriver, mais c'est la vie. Je décide de m'y confronter parce que je pense que ça me fera du bien d'en parler, et je me dis que ça pourrait même aider certains et certaines qui vont écouter ça, ils vont relate et vont se dire en fait moi aussi j'ai ces soucis là et peut-être que je peux réussir à me faire aider, et voilà, bref. Donc parler de comment j'ai grandi, les conséquences que ça a eu, qui ont commencé à apparaître en fait dès mon enfance, mais spécifiquement dans l'adolescence, les pistes que j'ai commencé à trouver pour en fait déterminer ce qui n'allait pas chez moi, et ce que j'avais pu développer par la suite, même comme trouble, on va en parler. Et enfin, comment je me sens maintenant et quel impact ça a aujourd'hui concrètement, après des années et des années à avoir vécu tout ça. Tout d'abord, on va parler pendant quelques minutes de la sponsor de cette vidéo, qui est la marque Evenko. La sponsor de cette vidéo, c'est la marque Evenko. Vous êtes au courant, Evenko est une marque que j'aime énormément, avec laquelle je travaille depuis maintenant plus d'un an en fait. Et aujourd'hui, il y a une offre très importante dont j'aimerais vous parler, c'est l'offre des Black Friday, évidemment, parce que les Black Friday, c'est cette semaine. Il s'agit de la meilleure offre de l'année, je vous préviens, et c'est une offre qui va partir extrêmement vite, puisque les Black Friday, ça se fait que une semaine en fait, enfin moins d'une semaine. Donc ce code est disponible cette semaine et ne sera plus disponible après, donc faites bien attention. Déjà, avant de parler du code, on va parler de la culotte Evenko que vous connaissez maintenant. La culotte Evenko, la voici, en tout cas l'un de ses modèles, car il y a pas mal de modèles différents. Ça, c'est mon modèle préféré. Voilà. Alors la culotte menstruelle, c'est évidemment une protection hygiénique qui va totalement remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques. On le sait d'ailleurs, les tampons et les serviettes ne sont pas forcément très très bons pour la flore vaginale et pour plein d'autres raisons. Dans les tampons, il y a énormément de produits toxiques. Dans les serviettes, ça peut arriver aussi. Voilà, on a tous le souvenir de quand tu ouvres un sachet de serviettes hygiéniques et que ça sent le parfum. Voilà, c'est que c'est quand même très mauvais signe. En plus de ça, les tampons et les serviettes sont extrêmement polluant, et en fait ça crée un énorme gaspillage à l'année, mais on parle de millions et de millions de tampons et de serviettes qui sont jetés, alors que cette culotte là, elle va me faire 10 ans en fait, voire même peut-être plus. Tout simplement, le sang va être absorbé dans une espèce de petit matelas de confort, j'aime bien appeler ça comme ça. En gros, ça absorbe ton sang. Il y a différentes culottes aussi qui absorbent différents flux de sang. Vous pouvez choisir ça selon votre flux sur le site de Evenko. Très souvent, moi avec les serviettes hygiéniques, j'avais des fuites. Là, il n'y a pas de fuite. Il n'y a d'ailleurs pas de fuite d'odeur non plus. C'est beaucoup plus agréable à porter en plus. Et tout simplement, pour nettoyer la culotte, alors moi je la passe à l'eau froide au lavabo pour enlever l'excédent de sang, et après je la mets en machine et on n'en parle plus. Comme je vous disais, c'est aussi beaucoup plus agréable à porter qu'une serviette hygiénique, je trouve, parce que les serviettes hygiéniques, ça glisse, ça gratte, en été ça tient chaud, c'est juste une horreur, alors que là c'est des culottes en fait, donc rien de plus simple à porter et agréable à porter. En plus, c'est une culotte qui est en coton bio certifié GOTS, et ça je voulais en parler. La certification GOTS, c'est en fait un label qui certifie que le produit a été fait en respectant l'environnement et en respectant aussi les personnes qui ont fabriqué ces culottes là, et qu'elles sont traitées de façon digne au travail. Certifie aussi également que les matériaux qui sont utilisés pour le produit sont sains pour la santé en fait, et ne vont pas atteindre à la santé de la personne. Perso, je ne suis jamais retournée en arrière une seule fois pour des tampons, des serviettes. Ma petite amie, pareil, on a totalement adopté en fait les culottes Evenko et on ne reviendra plus en arrière. Pour ce qui est de l'offre, il n'y a pas de code promo exceptionnellement, parce que c'est une offre qui est directement disponible sur le site de Evenko. Le site sera en barre d'infos évidemment.
Et donc vous aurez moins 70% sur les culottes Co, ce qui fait que la culotte revient à 9,99 €. Donc c'est une offre qui est du jamais vu littéralement. Donc profitez-en pour vous acheter, par exemple moi je vous conseille les packs de culottes menstruelles parce que c'est quand même bien d'en avoir plusieurs en fait pour pouvoir tourner dans une semaine de règles, c'est quand même plus simple. Le pack il passe de 100 et quelques, enfin 130 et quelques je crois à 40 €, enfin c'est une folie vraiment. Je vous invite fortement à commander maintenant si vous comptiez prendre des culottes Co parce que c'est vraiment une offre que vous ne reverrez pas avant un bon moment. Je remercie encore évidemment Co d'être un sponsor si fidèle pour cette chaîne et on retourne à la vidéo. Bon, alors je vais vous parler en premier lieu de mon enfance, comment j'ai grandi. C'est vrai que je parle beaucoup santé mentale sur cette chaîne depuis longtemps maintenant, mais je suis quelqu'un qui reste très privé pardon, sur ce que j'ai vécu, les choses que j'ai pu subir, etc. Parce que c'est des choses qui me rendent vulnérable, donc forcément j'essaie de m'éloigner le plus possible, notamment quand il s'agit de mon rapport avec le corps. Donc je vais pas vous décrire toute mon enfance, ce serait un peu long et impossible de toute façon dans une même vidéo. Là je vais vraiment parler de ce rapport avec mon corps et quelle est la racine du problème et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Donc, pour parler de mon enfance, alors j'ai grandi en tant qu'enfant, je pense qu'on pourrait me décrire comme une enfant très timide, très introvertie. Ça c'est un peu la façade extérieure, on pourrait me décrire comme une enfant qui a toujours été comme ça, très dans son monde, à juste lire des livres, s'enfermer chez soi. Mais il y a une raison à tout ça, avec le recul je me rends compte que j'étais pas naturellement comme ça, parce qu'en vérité quand j'étais très petite, quand j'habitais encore dans le sud de la France, j'étais une enfant beaucoup plus extravertie, je faisais de la danse, j'adorais faire plein de choses en extérieur, j'avais des copines, et puis à mes 7 ans on a déménagé dans le nord et beaucoup de choses se sont compliquées. Déjà pour vous donner une idée de ce à quoi je ressemblais physiquement, en fait je me comparais énormément aux autres, voilà, et particulièrement à mon frère et ma sœur, puisque cette comparaison-là, on me l'a forcé tout le temps à la maison. Mon frère et ma sœur étaient tous les deux très fins, très même maigres on va dire, enfin à peu près ouais. Quand ils étaient petits, très blondinés, et moi j'étais très typée espagnole depuis toute petite. Alors là j'ai la peau blanche, mais j'ai grandi avec la peau très mate. Je sais pas si je pourrais retrouver des photos, peut-être que je vous en mettrai ici, mais j'étais très bronzée, les cheveux foncés, les poils très foncés, ce qui m'a d'ailleurs valu des années de complexe, jusqu'à que je découvre l'épilation, bref. Et en fait je me comparais tout le temps à mon frère et à ma sœur, et je ne mesurais ma valeur que par mon physique. Et pourquoi je faisais ça? Un enfant, je vous le dis, ne fait pas ça naturellement. Je le faisais parce que, en fait, ma famille le faisait. Ma mère et toute sa famille, de son côté, ne basaient la valeur de quelqu'un que sur leur physique. Du moins, c'est ce que j'avais l'impression que c'était. Je recevais tout le temps des phrases du type regarde ton frère et ta soeur, eux ils sont minces, toi tu l'es pas, tu devrais être plus comme eux, toi t'es bouboule, toi t'es machin. D'ailleurs, je vais utiliser le mot grosse comme insulte, ce n'est pas moi qui pense que c'est une insulte. Je vous dis ce qu'on m'a dit toute mon enfance, on est bien d'accord pour dire que le mot gros n'est pas une insulte, être gros n'est pas quelque chose de négatif. Mais j'ai grandi avec cette idée-là parce que, en fait, ma famille avait totalement ces idées reçues-là, quoi. Et pourtant, j'étais une enfant qui était mince. Maintenant, quand je regarde les photos, je me dis, mais je n'étais absolument pas grosse. Même si je l'avais été, c'était pas grave, mais je n'étais pas une enfant grosse, j'étais une enfant mince. Pourquoi on m'a fait croire le contraire ? Je ne sais pas, encore à l'heure actuelle. Je suppose que les idées de minceur à l'époque étaient encore plus extrêmes, c'était les années 2000, donc forcément un peu compliqué. Et d'ailleurs, tout ce que je voulais vous dire, je n'ai jamais parlé de ma mère du tout sur cette chaîne, pas une seule fois. Ça va être la première fois que je le fais dans cette vidéo. Je ne vais pas du tout en parler en détail, je vais simplement raconter quelques petites choses qu'elle a pu me dire qui m'ont impacté. Cependant, je ne veux pas d'insultes liées à ma mère, je ne veux pas quoi que ce soit. Voilà, ma mère c'est un sujet très sensible, très compliqué, donc je ne veux pas qu'on en parle de cette façon-là. Pour vous donner une idée des phrases que je pouvais recevoir petite, outre les t'es moche, t'es pas comme ton frère et ta sœur, etc. En fait, pour ma famille, la valeur passait totalement par le physique, comme je le disais, donc automatiquement, pour moi, c'est devenu la même chose en grandissant. Par exemple, il y a un événement qui m'a marqué, un parmi tant d'autres, que je vais vous raconter, que je n'ai encore jamais raconté d'ailleurs. Et cet événement-là, c'est un des souvenirs que je me suis le plus refait en boucle dans ma tête à chaque fois que je voulais manger, que je voulais perdre du poids en grandissant, ce qui est arrivé un bon nombre de fois dans l'adolescence, dans ma vie d'adulte. C'était une fois quand j'avais environ 12-13 ans peut-être. On était partis en vacances chez de la famille, chez une tante, avec mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Le soir, je décide d'aller dans le salon, sur un fauteuil, jouer sur mon téléphone avec mes...
Et en face de moi, il y avait ma mère et ma tante dans le canapé. Et j'entendais pas ce qu'elle pouvait dire parce que j'avais mes écouteurs. Mais là, je vois ma mère me pointer du doigt et pointer spécifiquement mes cuisses. Et regarder ma tante, en fait, lui faire comme ça. Donc, pointer du doigt mes cuisses et faire... Voilà, donc le signe de... Ouais, elle est grosse quoi, elle est vraiment mastoc. Et ma tante et ma mère qui explosent de rire. Voilà. Cet événement, je l'ai très mal vécu. Mes joues sont devenues vraiment enflammées. Mon cœur a descendu 1000 étages. Et ça m'a brisé le cœur, vraiment ça a été un coup de poignard dans mon cœur. Je me rappelle avoir juste baissé le son de mes écouteurs pour pouvoir écouter ce qu'elles allaient dire, parce que je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Et ma mère dit à ma tante, non mais t'as vu ses cuisses, elles sont vraiment énormes, mais c'est dégueulasse, elle est vraiment mais énorme. Et ma tante qui fait, non mais t'exagères, elles sont pas si grosses que ça, voilà. Et là elle regarde ma mère, et elle explose de rire, en mode... Ouais, non, en fait, j'avoue, elle est vraiment énorme. C'est vraiment ignoble. Et en fait, quand tu es une enfant et que tu vois ta mère et ta tante se moquer ouvertement de toi, de ton physique, alors que t'es qu'une enfant, c'est très dur. Je me rappelle que je me suis sentie vraiment tétanisée et je suis allée dans la salle de bain pour pleurer. Vraiment, j'ai pleuré. Parce que je me disais, mais je ne suis qu'une merde, en fait. J'ai beau être une personne intelligente, créative, etc. Tout ça, ça ne compte pas si je suis moche, si je suis grosse. Mon seul but dans la vie, c'était de maigrir. Et encore aujourd'hui, c'est un des souvenirs dont je me rappelle le plus souvent dès que j'ai des problèmes avec mon image de moi-même. Ça m'a développé des troubles. Voilà, j'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire surtout. Mais tout ce genre d'événements, ça m'a créé des troubles. Des troubles alimentaires notamment. Le lendemain de cette soirée-là, tous mes cousins voulaient aller jouer dehors parce qu'on était en été, donc voilà, tout le monde se met en short et t-shirt. Moi, c'était hors de question que je mette un short parce que je me disais mais mes cuisses sont ignobles, elles sont énormes, je ne peux pas sortir comme ça, c'est la honte. Et ma mère est venue me voir pour me dire mais Christina, mets ton petit short, il est tout mignon et tout, ça t'ira bien, ça va te faire du bien de jouer un peu, d'aller dehors. Et je lui ai dit non, je préfère lire et tout. Voilà, donc encore une fois, cette image de petite fille reclus qui aime lire dans son coin, c'était pas parce que j'aimais faire ça, j'aimais le faire, mais c'est parce que j'avais tellement honte de moi que pour moi, je ne pouvais pas sortir, je ne méritais pas de sortir tant que j'avais pas perdu du poids. Et je me rappelle quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais quelle hypocrite, en fait, elle me ment droit dans les yeux. La veille, elle pensait que je pouvais pas l'entendre et elle s'est moquée de moi sous mes yeux. Elle m'a pointé du doigt pour se foutre de ma gueule. Et là, elle me dit que je suis jolie, mais... Forcément, du coup, tous les compliments qu'elle aurait pu me faire après, ils allaient sonner faux pour moi parce que la réalité, c'était que dans mon dos, elle se moquait impunément de moi. Et ça m'a énormément atteint. Puis forcément, par mimétisme, puisque mon frère et ma soeur étaient petits, ils se rendaient pas compte, je ne leur en veux pas du tout aujourd'hui, hein. Je suis très proche de mon frère et ma soeur. Mais forcément, ils entendaient notre maman me dire ce genre de choses. Donc ils en profitaient pour se moquer de moi aussi. Et ils savaient que c'était la corde sensible chez moi, c'était de se moquer de mon physique. Donc, du matin au soir, on ne m'appelait même pas par mon prénom. C'était Christy Bouboule, Christy Boulette, Christy Baleine. Ils inventaient des chansons pour se moquer de moi. Et du matin au soir, je recevais des insultes constantes. Ma mère, pareil, quand elle était énervée contre moi, elle me disputait pas, elle m'engueulait pas. Elle me disait, mais t'es énorme, de toute façon, t'es dégueulasse. Je me rappelle une fois, j'étais ado, je devais avoir peut-être 16 ans, et elle m'a dit, et regarde ta meilleure amie, elle est mieux gaulée que toi, toi t'es incapable d'être belle comme ça, t'es bouffie, t'es énorme, moi à ton âge j'étais super belle. Et je sais que ma mère, si elle balançait des choses comme ça, c'est parce qu'elle-même, elle avait des problèmes avec son rapport au corps qui sont très désastreux aussi, et qu'elle a probablement des TCA, je sais pas. Mais forcément, tu reçois ce genre de phrases dans toute ton enfance et ton adolescence, c'est très compliqué de se former une bonne image de son propre corps parce que tu grandis en te disant qu'il y a un gros problème chez toi. Et ça, en fait, c'était constant dans ma famille, surtout du côté de ma mère. Je sais pas, je pense qu'ils doivent avoir des gros problèmes de confiance en eux. Je me rappelle de repas de famille où, entre le plat et le dessert, ils sortaient la balance pour tous nous peser et se comparer et voir qui était la plus mince, qui avait le poids le plus bas. Et je me rends compte que c'est des comportements maintenant qui sont totalement anormaux. Comment tu pouvais faire ça? Et moi je redoutais tellement ces moments-là, c'était ma phobie. Pareil, aller chez le médecin, j'avais tellement peur qu'on me pèse et qu'on me dise que j'étais énorme, parce que pour moi, me dire que j'étais énorme, c'était me dire que j'étais la pire des merdes. Puis c'était comme ça qu'on me faisait voir, quoi. En fait, tout était prétexte à insulter mon corps, mon image. Et heureusement, j'avais mon papa qui, lui, essayait Enfin, il voyait très bien que ça m'atteignait beaucoup plus que ce que je laissais paraître. Et il me soutenait, il me disait, mais non Christina, t'es très belle, les écoute pas, c'est n'importe quoi. Mais en fait, t'as beau dire à un enfant, n'écoute pas. Quand un enfant entend ça de sa propre mère et de sa famille, si, il va écouter parce qu'il va se dire c'est pas juste des moqueries comme ça. S'il le dit, c'est qu'il le pense. Si ma mère le dit, que mes tantes le disent, c'est bien qu'il y a un problème. Et puis même quand j'entendais ma mère et ma grand-mère parler en espagnol et se moquer de moi, me pointer du doigt ou
Quand j'essaie des vêtements dans une cabine, je me rappelle d'une fois de partir en Espagne, j'essaie des vêtements dans la cabine et je tire le rideau et je les entends critiquer mon corps et dire mais elle est vraiment grosse, mais elle est pas belle, non mais elle peut pas porter ça, elle peut pas se le permettre avec son corps. Tout ce genre de phrases, ça m'empoisonnait la vie. Par exemple cet été-là où on avait décidé d'acheter 2-3 vêtements pour partir en vacances en Espagne et que j'ai entendu ça derrière la cabine, j'ai reposé les vêtements que je voulais acheter parce que j'ai fait croire non mais au final je les veux plus, alors qu'en fait c'est juste que je venais de les entendre se moquer de moi. Et cet été-là j'ai perdu 10 kilos parce que je ne me suis pas nourrie, voilà, j'ai arrêté de manger. En plus de ça, en rentrant des vacances et en rentrant des cours, j'ai reçu plein de compliments. Mais purée, t'es super jolie, t'as perdu du poids, t'es super mince maintenant. Et pourtant, je n'étais pas grosse du tout de base, je ne l'ai jamais été, ce qui encore une fois n'est pas mal d'être gros. Et donc moi, je me nourrissais de ça. Je me disais, il faut que j'en perde plus du poids, il faut que je perde, parce que c'est que comme ça que j'aurai de la valeur aux yeux de tous ces gens. Concrètement, j'ai développé un rapport à mon corps très très toxique. Parce que je recevais constamment en pleine gueule des phrases extrêmement toxiques à mon égard depuis que je suis toute petite. Bon là du coup vous venez d'avoir un petit échantillon de ce à quoi ressemblait mon enfance. Bon c'est vraiment le dessus de l'iceberg, mais pour vous dire que du coup c'était assez catastrophique. Voilà comment j'ai un peu grandi. Les conséquences que ça a eu maintenant. Alors il y en a eu beaucoup des conséquences et elles ont commencé très tôt en vérité. Je me rends compte des signes puisque j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait des années de thérapie et je me suis rendu compte que en fait il y avait des signes alarmants depuis des années en fait. J'ai commencé à développer ce qu'on appelle des TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Très tôt, je pense, je dirais, les premiers signes, ça devait être quand je devais avoir, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Bon, déjà, évidemment, comme je vous le disais, une image catastrophique de mon corps. Je pense que depuis mes 10 ans, la première chose à laquelle je pense au réveil, c'est mon corps et mon poids et qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Et la dernière chose à laquelle je pense, c'est la même chose. Et dès que j'ai un trou, voilà, je sais pas, n'importe quel moment dans la journée, je vais y penser en fait. Et c'est pour ça que je ne peux pas être dans mon appartement en silence, sans musique, sans vidéo, sans rien. Parce que constamment, mon esprit va divaguer vers toutes ces pensées-là. C'est des pensées qui sont obsédantes, qui ne m'ont jamais quittée. Ça fait 15 ans que je vis avec et je sais pas si ça partira même un jour. Je pense constamment à mon poids depuis mes 10 ans. Il n'y a pas une seule seconde de répit. Je fais même des cauchemars liés à ça. Je fais des cauchemars où je mange plus que ce que je devrais, entre grosses guillemets, et où je prends énormément de poids et je me réveille mais en paniquant. Bref, c'est clairement des signaux, des signaux d'alarme, voilà. Je pense que à 11 ans, c'est à peu près l'âge où j'ai découvert ce qu'était que le monde, déjà le mot anorexie, et le monde des pro-ANA. Donc j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps, il y a peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus même. À propos des pro-ANA. J'ai découvert ce que c'était sur un blog à l'époque, je crois que c'était un Skyblog, ça a fermé depuis, Dieu merci. Les pro-ANA, pour vous faire un petit topo rapide, c'est des pro-anorexiques. En gros, c'était généralement des filles qui étaient tout simplement pro-anorexie, donc qui s'encourageaient entre elles à perdre du poids de façon malsaine. Et il y avait quelque chose qu'on appelait les 10 commandements d'Anna, qui étaient des commandements, comme une religion, en fait, comme une secte plutôt. Et l'un de ces commandements, par exemple, c'est tu ne mangeras point après telle heure, tu ne mangeras point tant de calories, enfin bref. Des choses catastrophiques. Quand on est ado et que tombe sur ça, croyez-moi que c'est vraiment de la merde. Et j'avais enregistré cette page Skyblog avec les 10 commandements sur mon iPod Touch de l'époque. Et tous les jours, je le regardais. Avant chaque repas, je le regardais. Je me rappelle, j'avais découvert ça quand j'étais chez ma mamie, entre midi et 2. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert que l'on pouvait perdre beaucoup de poids en faisant quelques petites techniques que je ne partagerai pas ici. Mais bon, la résultante de tout ça, c'est évidemment de s'affamer. Évidemment, je mets un gros trigger warning lié au TCA avec cette vidéo. Donc j'ai commencé à arrêter de manger par certaines périodes. Donc j'arrêtais de manger de certains aliments. Par exemple, il y a une période où je m'étais interdit complètement les gâteaux, les machins. J'arrêtais de manger. J'ai même essayé quand j'étais au collège de me faire vomir. Sauf qu'en fait, je suis hautement hémétophobe. Donc impossible pour moi, je n'ai jamais réussi. Et Dieu merci encore une fois, parce que c'est très très dangereux de faire ça. Et du coup, vu que j'habitais avec mes parents et que ils me forçaient quand même à manger, à finir mes repas, en fait je faisais énormément de sport. J'avais même acheté ma première diète avec routine sportive d'une influenceuse à l'époque, peut-être en 2014, un truc comme ça, 2014-2015. J'avais acheté ça donc à mes 14-15 ans pour faire du sport et les soirs avant de m'endormir ou même dans la nuit, je me rappelle que je faisais peur des fois à ma sœur parce que j'étais dans mon lit à faire des abdos, des machins et tout parce que je me disais qu'il fallait que je perde le plus de calories possible et que je dépense le plus que j'avais mangé.
Tout ça, on est bien d'accord, ce sont des comportements liés au TCA en fait. Un peu plus tard, vers le lycée, j'ai découvert encore une fois une bonne chose bien négative, c'est le milieu de la K-pop. Alors je dis pas que le milieu de la K-pop est négatif, mais plutôt certains aspects le sont. On le sait, j'en avais d'ailleurs fait aussi une vidéo sur les TCA et le milieu de la K-pop, mais c'est un milieu où il y a énormément de troubles du comportement alimentaire et certains comportements qui sont directement liés à ça et qui sont mis en valeur en fait, notamment en Corée. Voilà, c'est une culture qui est assez différente et il y a des normes là-bas qui sont assez strictes au niveau du poids, du rapport au corps, etc. Et en fait, il y a une chose qu'on appelle les diètes de K-pop idol, que là-bas ils partagent en fait sans pression. Et du coup, tu peux tomber sur ça, en fait à l'époque tu peux tomber sur ça très facilement sur Pinterest, Tumblr, etc. Et donc ce sont des diètes où l'apport calorique est extrêmement bas. Et le but, c'est évidemment de perdre le plus de poids possible. Je dirais pas ce qu'il faut faire dans ces diètes-là, mais j'en ai suivi des dizaines et des dizaines. Enfin, des diètes, mais stupides. J'ai envie de les nommer, mais je le ferai pas. Je le ferai pas, parce que j'ai pas envie que certaines personnes utilisent ça comme un peu guide pour savoir comment faire perdre du poids, quoi. Bref, donc je suis tombée sur les Tumblr, les Pinterest et tout. Les images en noir et blanc, là, avec des phrases... motivante pour perdre du poids. Tout ça, c'est un peu lié au pro-ana aussi, mine de rien, et le milieu des pro-ana, ça m'a suivi jusqu'après le lycée, et j'ai continué à évoluer dans certains de ces cercles-là jusqu'après le lycée. Donc forcément, j'ai eu des grosses périodes où j'arrêtais de manger et où je perdais énormément de poids. Il y a eu cette fois-là où j'ai perdu plus d'une dizaine de kilos, comme je vous le disais, un été, parce que j'avais complètement arrêté de m'alimenter. Voilà. Je suis devenue végétarienne pendant des années, pareil pour perdre un max de poids, et aussi pour mes convictions, mais forcément, ça joue avec le fait que je voulais perdre du poids, et ça a eu beaucoup de conséquences. Je n'ai pas eu mes règles pendant des années et des années. Aujourd'hui, Dieu merci, je les ai de façon régulière. Mais pendant, je dirais, peut-être 5 ans, je n'ai pas eu mes règles. 5 ans sans règles quand même, c'est pas rien. Je perdais mes cheveux, j'avais le teint d'une morte, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais très souvent froid. Et ça, en fait, c'est des conséquences directes des troubles alimentaires, notamment le trouble alimentaire de l'anorexie, parce qu'il n'y a pas que l'anorexie en TCA. Certains de mes comportements ont commencé à alerter un petit peu ma famille, alors bien trop tard, et surtout c'était des conséquences directes de ce qu'ils me faisaient subir. Quand j'étais au lycée, ça n'avait pas arrêté, hein. Les phrases bien dégueulasses là d'insultes et tout, en fait elles ont fait qu'empirer, et contrairement à quand j'étais petite, cette fois-ci il y avait des insultes vraiment graves. Il n'y avait pas que des insultes d'ailleurs, hein. Il y avait aussi, de la maltraitance d'autres formes. Donc j'ai développé une haine pour moi-même, une haine très très forte qui m'a poussée à avoir des pensées suicidaires et à m'auto-mutiler. Ça, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos si jamais vous voulez regarder tout ça, voilà. Mais sachez que c'est forcément directement lié à mon rapport avec mon corps. J'essayais de faire souffrir mon corps le plus possible en fait, parce que je voulais qu'il ressemble le plus possible à ce que j'avais idéalisé dans ma tête. Et dès que ça ne collait pas avec ce que je voulais, et avec ce que j'idéalisais, et avec toutes les photos que j'enregistrais sur Pinterest, je me faisais du mal en arrêtant de manger, en faisant du mal à mon corps, en le coupant. Et ça a pu aller très 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 loin. Mais encore aujourd'hui, j'ai énormément de cicatrices qui ne partiront jamais, de cicatrices en tout genre, du mal que je me suis fait subir pendant des années et des années. Comme je vous le disais, ma famille a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond chez moi. Par exemple, très souvent, pour finir mes repas, je montais dans ma chambre et je disais oui, je vais les finir, et je pense qu'ils se doutaient très bien que je ne les finissais pas, puisque j'avais droit à t'es sûre, tu vas pas tout jeter dans les toilettes, voilà. Je pense que du coup, ils avaient clairement compris que je ne finissais pas mes plats et que je jetais tout dans les toilettes, ce qui est absolument vrai. Ne faites pas ça, ça bouche les toilettes. Ou alors je jetais tout dans ma poubelle, voilà, et après je jetais ça en scred. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont vu tout ça et ils le savaient très bien, mais ils ne m'ont jamais dit bon, Christina, tu as des problèmes, on va t'emmener voir quelqu'un. Je pense parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils voulaient peut-être pas se confronter à tout ça, qu'ils avaient peut-être pas aussi idée de à quel point, jusqu'où ça allait. Bon, bref, c'est très dommage parce que du coup, peut-être que j'aurais pu éviter certaines choses. Mais enfin bon, c'est passé maintenant. Donc voilà, c'est vrai que je ne finissais pas mes assiettes. Donc forcément, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. J'étais devenue végétarienne aussi, pour perdre du poids. Aussi parce que j'avais une conviction en rapport avec les animaux. Mais c'était quand même grandement motivé par le fait que je voulais perdre du poids. Comme dit, je suivais plein de diètes, etc. J'avais aussi développé une technique qui était de mâcher tous mes repas, mais de tout recracher. Donc je mâchais mes aliments et j'ai le recraché dans un sachet. Donc j'avais des sachets
entiers de nourriture en bouillie. C'est dégueu, mais c'est la réalité. Voilà, les TCA, ce n'est pas beau à voir. Et d'ailleurs, ne faites pas ça, hein, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu mâches quelque chose, ton cerveau lance des signaux à ton estomac pour lui dire « Ah, de la nourriture est prête à être avalée, on va lancer les sucs gastriques là qui digèrent bien la nourriture et la décomposent en plein de petits morceaux pour digérer la nourriture. » Sauf que, en fait, ta nourriture ne va pas dans ton estomac vu que tu la recraches avant. Donc tu te retrouves avec les sucs gastriques qui sont en train d'agir et de ronger ton estomac puisqu'il n'y a rien à ronger, enfin il n'y a pas d'aliment à ronger, donc il ronge ton estomac. Donc ça crée des grosses douleurs, ça peut créer plein de trucs très négatifs. Ne faites pas ça, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc je faisais toujours de choses et en fait je n'avais pas d'aide tout simplement. J'aurais aimé qu'on me prenne par la main et qu'on me dise « Christina, on voit quelque chose qui ne va pas chez toi, viens on va voir un psy, viens on va voir un médecin, viens on parle en fait de ce qui ne va pas chez toi ». Ça n'a pas été fait, c'est comme ça. Donc la première personne qui s'est inquiétée pour moi, c'était ma psy, ma psy, non. Bon, c'est vrai que ça a été un peu une psy pour moi, mais ça a été une infirmière au lycée du coup qui s'est rendue compte que ça n'allait vraiment pas et qui a appelé mes parents pour leur dire il faut qu'elle soit suivie, sinon elle me l'avait dit en privé, mais sinon elle aurait appelé les services sociaux parce qu'elle savait d'autres choses. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai commencé à avoir un suivi avec une pédopsychiatre. On va couper court à ce sujet-là parce qu'elle n'a servi à rien. C'est pas de sa faute, hein. Enfin si quand même, c'est son métier. Mais on a juste fait des exercices de respiration. Elle ne m'a jamais posé de questions pour savoir ce qui n'allait vraiment pas, parce que du coup j'avais développé une phobie scolaire. Tout ce qu'on faisait, c'est des exercices de respiration. Donc bon, ça n'a pas vraiment aidé. Et plus tard, après le lycée, j'ai été voir mon médecin parce que j'étais en dépression en fait depuis déjà 1 an. Et j'ai été en dépression en fait au final en tout et pour tout pendant 2 ans et demi, je dirais 2 ans et demi, 3 ans. Ça a été très très dur de m'en relever. C'était la pire période de ma vie, hein, concrètement. Je suis tombée au plus bas. Dans tous les aspects, tous les sens du terme, je suis littéralement tombée. Et donc, mon médecin m'a dit « Ok, là c'est grave, il faut aller voir une psychiatre pour avoir un traitement potentiellement, un diagnostic, etc. » Bon, il y a sûrement des choses qui auraient pu être mieux faites pendant ce suivi, mais au moins j'ai eu des diagnostics et c'est là où notamment on a posé le mot de trouble du comportement alimentaire et de dysmorphophobie. Donc je vais vous donner une définition de la dysmorphophobie que je vais vous lire, que j'ai notée. C'est une préoccupation concernant des défauts perçus de l'apparence physique qui sont pas ou peu apparent en vérité. Cela crée une détresse cliniquement significative et ou un trouble du fonctionnement. J'ai su ça, j'étais là en mode ouais, ça se tient. En fait, pendant toutes ces années, j'avais ce qu'on appelle du coup de la dysmorphophobie et dans le miroir, je voyais une image totalement déformée de moi-même. Je me voyais mais avec je sais pas 15 kilos en plus. Je me voyais énorme, je me dégoûtais totalement, 100%, d'où le fait que j'ai développé des TCA. Et évidemment, cette dysmorphophobie n'est pas apparue de nulle part, on s'en doute, puisque j'ai eu l'enfance que je vous ai racontée, avec toutes les phrases qu'on me répétait en long, en large et en travers. Ça a complètement déréglé ma façon de me percevoir, ma façon de penser, de réfléchir, de manger. De base, la nourriture, c'est fait pour ne plus avoir faim. Voilà, tu manges pour te rassasier, pour avoir de l'énergie. Moi, je n'ai jamais eu ce rapport-là avec la nourriture. Jamais. De toute mon enfance, de toute mon adolescence, de toute ma vie d'adulte. Pour moi, la nourriture a toujours été un ennemi, en fait. C'est quelque chose qui me veut du mal. Alors que c'est tout l'inverse, normalement. C'est quelque chose dont tu as besoin pour survivre. Tu ne peux pas te dire, j'ai des problèmes avec la nourriture, j'arrête de manger. Parce que si tu fais ça, tu meurs en fait. Et comme dit, j'ai eu des gros soucis physiques. L'année où j'ai vraiment été au plus profond de ma dépression, je ne mangeais quasi plus rien. J'ai perdu énormément de poids et ma santé était au plus bas. J'allais tout le temps à la salle de sport, je faisais des malaises tout le temps sur le trajet. Enfin, c'était une catastrophe, vraiment. Donc j'ai commencé à avoir des antidépresseurs, etc. Par la suite, quelques temps après, j'ai été suivie par une psychologue qui était géniale. D'ailleurs, je vous en ai souvent parlé sur cette chaîne, car elle m'a suivie pour d'autres troubles, comme notamment le TDI, le trouble borderline. Et je dois dire que ce suivi avec cette psychologue m'a fait beaucoup de bien et a permis de cicatriser beaucoup de choses de mon enfance et mon adolescence. Ça a été une personne extraordinaire pour moi et une très grande aide. Mais ça n'a pas supprimé pour autant mes TCA. Je pense que c'est du coup un dérèglement total de mon cerveau qui va sûrement perdurer dans le temps parce que, en fait, il ne s'est jamais développé correctement, puis c'est déréglé. En fait, depuis le premier jour, il est déréglé. Donc comment demander à son cerveau de fonctionner comme il devrait de base, alors qu'en fait, on ne lui a jamais appris à le faire, on ne l'a jamais laissé le faire. C'est compliqué, c'est très compliqué. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup de soucis. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, déjà, j'ai toujours des TCA, bien que, entre grosses guillemets, ça ne se voit pas sur mon corps, dans le sens où je n'ai plus les TCA que j'avais avant. Je ne suis plus impactée physiquement par l'anorexie parce que j'arrive à manger. Maintenant, j'arrive à manger des repas tous les jours. Par contre, les pensées liées à l'anorexie, elles sont toujours là.
elles ne m'ont jamais quittée. Elles sont plus fortes que jamais, elles ne se sont même jamais estompées. Chaque fois que je me lève, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Comment je vais faire pour manger le moins de calories possible, comment je vais faire pour en dépenser le plus. Et même si je suis dans une bonne journée et que j'arrive à manger correctement et que j'arrive en plus à éprouver du plaisir en mangeant, au moment où je prends ma dernière bouchée de mon plat, je culpabilise. Et je me dis, qu'est-ce que t'as fait ? T'as encore mangé, tu devrais pas, pourquoi t'as fait ça ? Et c'est un sentiment qui ne me quitte jamais, même quand je dors, même quand je fais une activité, peu importe. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à me retrouver seule dans ma journée. Je suis obligée d'écouter une vidéo, mettre de la musique, parfois les deux en même temps, de faire quelque chose, etc. Parce qu'à la seconde où je me retrouve entourée de silence, ces pensées hurlent dans ma tête. Et c'est là où j'ai le plus de chances de retomber, et je le sais, c'est pour ça que j'essaye de ne jamais me retrouver seule avec moi-même, parce que je sais que c'est dangereux pour moi, et c'est triste à dire, ça devrait pas être le cas, je devrais pouvoir être en paix avec moi-même, mais ce n'est jamais le cas. Pour autant, je me sens bien dans ma vie, je me sens heureuse, je suis épanouie, je suis dans un appart incroyable, avec un travail incroyable, une petite amie en or, mais mon rapport avec moi-même est catastrophique. Pour autant. Je vous disais au tout début de la vidéo que mon rapport avec mon corps avait toujours un impact sur moi à l'heure actuelle et notamment dans mon travail. Je vais vous dire pourquoi et je pense que c'est l'aspect qui me dérange le plus en fait. Comme vous le savez, j'ai un travail qui est vachement relié à mon image puisque je vis des réseaux sociaux. Je vis des vidéos sur YouTube, du coup de mes partenariats que j'ai sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Donc je me dois entre guillemets de faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok, des photos sur Instagram, etc. Après j'ai mon business avec mes doudous, mais il est quand même relié à mon image puisque pour avoir des clients il a fallu que j'ai une certaine notoriété et des abonnés entre guillemets, des gens qui pourraient potentiellement vouloir acheter mes doudous. D'ailleurs merci à vous tous, à chaque fois mes doudous se vendent avec un grand succès et je pourrais pas être plus reconnaissante. Encore hier, bon, petit aparté, mais hier on allait faire du shopping de Noël avec Eve et j'ai tellement culpabilisé de dépenser dans des décos Noël parce que je me disais mais ça se trouve dans 1 an ou 2 tout s'arrête sur les réseaux, je ne gagnerai plus rien, plus personne n'achètera mes doudous, je vais finir comme j'étais au tout début et c'est pour ça que j'essaie de mettre le plus de côté parce que ça me rassure, parce que j'ai envie d'acheter une maison pour me dire ça y est je l'ai fait, je vais pas perdre mon argent, enfin bref. Et Eve était là pour me rassurer et me dire mais regarde les gens adorent tes doudous, tes créations, ça se vend à chaque fois à une rapidité phénoménale, c'est pas d'ici demain la veille que ça va s'arrêter, ce qui est vrai quand j'y réfléchis bien, bon bref. Du coup merci à vous, voilà. Mais du coup forcément mon corps est mon outil entre guillemets pour présenter des choses à vous. Je suis obligée, voilà, comme dit, de faire des vidéos et tout. Et forcément je suis confrontée à mon image tout le temps, que ce soit pour faire le montage de mes vidéos, poster mes photos, etc. Alors il y a des problèmes bien plus graves dans la vie, on est bien d'accord, mais en attendant c'est des choses qui me font beaucoup de mal, m'angoissent au quotidien. Par exemple aujourd'hui j'ai décidé de filmer sans make-up et j'ai eu du mal à le faire, mais j'ai réussi. Mais pour autant, il y a sur cette vidéo un filtre beauté, voilà. Je sais pas si... Enfin, il est peut-être pas visible, il est pas énorme, mais il est là quand même. Et s'il n'est pas là, je ne filmerai pas cette vidéo. J'angoisserais trop en fait à l'idée de filmer sans ce filtre. Parce que déjà que je me trouve moche de base, si je ne l'ai pas, je suis en panique. Et j'ai très peu filmé sur YouTube avec sans ce filtre. Ça arrivait quand même, mais voilà. La plupart du temps, je filme avec un filtre. Pareil sur TikTok. Les filtres TikTok c'est super courant, mais voilà, je le fais parce que j'ai du mal avec mon image. Mais récemment j'ai filmé une vidéo où il n'y a pas de filtre dessus, enfin il y a une grosse partie de la vidéo où il n'y a pas de filtre. Et j'ai peur, mais je vais quand même la poster cette vidéo pour me dire que je peux le faire. Et du coup voilà, chaque fois que je veux filmer une vidéo, un TikTok, peu importe, je me dis mais en fait t'es trop moche pour faire ça. Et je vous dis pas le nombre de vidéos que j'ai complètement abandonnées, où j'ai arrêté en plein montage, le nombre de rushs de dizaines, de centaines d'heures, je sais pas, que j'ai entièrement supprimé juste parce que je me trouvais moche. Et généralement, c'est pas juste moche, c'est grosse en fait. Et encore une fois, ce n'est pas une insulte, mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal avec cette idée-là en fait. Pareil, je refuse catégoriquement qu'on me prenne en photo en général, je déteste ça, parce que je ne peux pas contrôler moi l'image. Me prendre en photo, j'arrive à le faire quand même, mais quand c'est quelqu'un d'autre, je n'arrive pas en fait, parce que je perds le contrôle de mon image. La perte de contrôle est intimement liée au TCA, pour ceux qui voient un peu le truc. Donc c'est très très dur, je culpabilise en fait. Clairement c'est un cercle vicieux parce que je me dis ok, il faudrait que je filme du contenu, il faudrait que je fasse quelque chose parce que sinon tout va s'arrêter, je n'aurai plus d'argent, je vais finir à la rue. Au moment où je veux le faire, je me trouve hideuse et je me dis mais en fait tout le monde va se désabonner parce que je suis moche, donc je supprime tout, il faudra que je refilme quand je serai parfaite. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je serai parfaite ? C'est quand j'aurai perdu au moins quelques kilos. Voilà. Ça fonctionne pareil dans ma vie privée, par exemple quand je suis invitée à un événement, alors soit professionnel, soit un événement, par exemple là, le mariage récent de la maman de Eve, automatiquement ma première pensée c'est ok, du coup combien de temps j'ai avant cet événement pour pouvoir perdre du poids le plus possible
Voilà. Donc dans ces périodes-là, très souvent, j'essaie de manger le moins possible pour perdre le max de poids avant cet événement. Après, je m'améliore, j'arrive à relativiser et me dire ce n'est pas grave, tu vas pas être ignoble, ça va aller. Mais c'est vrai que, par exemple, les quelques heures avant le mariage, je m'étais dit je peux pas manger, faut pas que je mange de repas, faut que je fasse attention. Pareil, quand je suis invitée à un événement, je me dis je vais manger le moins possible pour avoir le ventre le plus plat possible, pour que si jamais on me prend en photo et tout, je me trouve pas immonde et je n'ai pas envie de hurler. Ça rend triste souvent ma copine aussi parce que elle a énormément envie de me prendre en photo, très souvent, ou en vidéo, parce que ça fait des souvenirs, que c'est mignon et voilà. Et à chaque fois je lui dis de tout supprimer parce que je me trouve horrible. Donc ça me fait culpabiliser parce que je vois que ça la rend triste. Donc ça me rend triste aussi parce que je me dis je suis incapable de vivre l'instant présent et d'apprécier le moment sans penser une seconde à mon corps, à mon image de moi. Le pire de tout, je pense, c'est quand j'ai des interviews et j'en ai refusé un paquet et j'ai refusé beaucoup d'opportunités et j'ai envie de me frapper la tête contre un mur quand j'y pense, juste parce que je me trouvais moche. Voilà. Il y a des médias, des trucs auxquels j'étais invitée que je rêvais de faire depuis des années, que j'ai refusé parce que je me trouvais trop grosse pour pouvoir y aller et que je me disais je n'arriverai pas à perdre le poids nécessaire pour pouvoir faire cette vidéo. C'est dommage. L'année dernière, j'ai fait un TEDx, j'ai fait une conférence TED, j'en suis encore très fière, mais j'ai mis 1 an pour regarder ce passage. Voilà, j'ai mis, peut-être un peu moins d'1 an, j'ai mis des mois et des mois entiers avant de pouvoir réussir à trouver le courage de regarder mon passage sur TEDx et mon discours qui pourtant était super. En plus, on m'a félicité et voilà, c'était génial parce que j'avais peur de découvrir en vidéo une moi énorme et qui allait me dégoûter et me dire mais je me suis ridiculisée devant tant de gens. Je me rappelle d'une fois, j'avais fait une interview avec un média, j'ai vu la vidéo qui est sortie et en plus très souvent dans les interviews avec les lumières et tout machin, tu ressembles pas trop à ce à quoi tu ressembles de base ou dans tes vidéos, c'est un peu bizarre. Et j'étais dans le train quand j'ai vu ça, j'étais horrifiée. J'ai pleuré et je me suis dit plus jamais je ne fais d'interview. Et j'en ai pas fait pendant plus d'1 an suite à ce moment-là. C'est dommage parce que ça m'a empêché de vivre énormément d'opportunités juste parce que mon corps me gâche la vie. Et en fait c'est pas mon corps, c'est ma façon de le voir qui me gâche la vie. Tout ça parce que depuis des années, depuis la moi toute petite que je vous ai raconté en début de vidéo, on m'a projeté une image de moi qui était complètement fausse, complètement toxique et je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Et je sais pas comment faire pour m'en débarrasser en fait. Donc voilà pour toute cette histoire liée à mon rapport avec mon corps et pourquoi c'est si compliqué pour moi. C'est assez dur de faire cette vidéo, j'ai vraiment failli chialer à énormément de moments. Je pense qu'à certains moments, je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais je sais qu'à certains moments j'étais vraiment là en mode... j'ai vraiment failli pleurer parce que c'est très difficile de parler de ça pour moi parce que encore une fois c'est très vulnérable de se confier sur des choses aussi difficiles. Et en fait, ce que vous voyez vous à la caméra, c'est directement quelque chose que vous pouvez juger. Donc raconter mes pires peurs, mes pires angoisses, mes pires phobies devant tout le monde et potentiellement des gens qui sont malveillants, c'est dur. Mais je pense que c'était important de le faire parce que en 3 ans et demi, je sais pas, sur les réseaux, je l'ai jamais fait. En tout cas, jamais en profondeur comme ça. Et je pense qu'il était temps parce que ça permet aussi de se rendre compte que tout n'est pas toujours tout rose dans la vie des influenceurs. Non, c'est pas trop ça. Ma vie est géniale à côté de ça. J'ai énormément de chance et de privilèges et j'en suis consciente, et j'en suis très heureuse. Mais en attendant, le rapport avec le corps est très compliqué pour beaucoup de personnes, moi inclus. Et je m'étais dit que peut-être que ça ferait du bien, déjà pour moi d'en parler, honnêtement. C'était très thérapeutique de le faire. Et peut-être pour vous aussi, si jamais vous avez... si jamais vous vivez la même chose, que vous avez une enfance similaire, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que je comprends totalement ce que vous vivez et aussi pour qu'on s'entraide, pour qu'on se donne des conseils, car à l'heure actuelle je ne sais pas comment faire pour vraiment régler ça. Enfin j'ai quelques pistes, mine de rien, j'ai quand même pas fait des années de thérapie pour rien. J'essaie d'aimer mon corps et de l'accepter et ce qui m'aide beaucoup c'est de me dire que mon corps c'est quand même à l'heure actuelle celui qui était tout petit, qui avait 7-8 ans et qui méritait juste un gros câlin et pas des insultes. Et ce qui m'aide à manger et à me dire Cri, tu n'as peut-être pas le corps de tes rêves mais au moins tu es encore en pleine santé, tu as un corps qui fonctionne, qui marche, qui court, qui respire, qui est bien. Peut-être qu'il y a une version de toi alternative qui n'a pas la chance de pouvoir même marcher ou vivre correctement. Donc apprécie ça. Et puis le fait d'imaginer en fait la moi petite de 7-8 ans qui ne comprenait pas pourquoi elle recevait des insultes comme ça sur son corps, surtout venant de par exemple sa maman. En fait je l'imagine et ça me donne envie de chialer parce que je me dis elle ne méritait pas ça. Elle méritait qu'on lui dise qu'elle était belle parce qu'elle était belle. Qu'on lui dise qu'elle était mignonne comme tout parce qu'elle était mignonne comme tout. Et que tout ce qu'on disait sur elle en fait c'était juste de la projection des insécurités des autres. C'était pas vraiment moi je pense qu'on insultait, c'était eux-mêmes qui s'insultaient et
Ils essaient juste de voir leurs propres défauts à travers mon corps, ce qui est encore une fois inadmissible, surtout quand c'est ta propre fille, ta propre nièce, peu importe, ta propre petite fille. Ça m'a détruit vraiment pendant très longtemps et je sais que je méritais pas ça. Et je sais que vous non plus, vous ne méritiez pas ça si jamais vous avez subi ça aussi. Vous êtes beau, vous êtes belle comme vous êtes, votre corps va bien, il est en bonne santé et il devrait toujours l'être. La nourriture ne devrait jamais être un ennemi de votre corps, au contraire c'est votre essence, c'est ce qui vous fait fonctionner. Ça devrait être un plaisir de manger, de faire du sport, ça devrait pas être un outil pour perdre du poids, ça devrait juste quelque chose qui vous fait vous libérer, vous sentir bien. Et c'est en pensant à tout ce genre de choses et en me le rappelant constamment pour contrer toutes ces pensées négatives que j'essaye de contrer tout ça avec ces pensées positives. Et c'est ce qui m'aide et c'est ce qui fait que j'ai pu reprendre du poids et être en bonne santé aujourd'hui. Maintenant, il faut que je travaille avec mon image de mon corps parce qu'il n'y a rien qui tourne mal en fait chez lui ni dans son apparence, mais c'est dur de l'accepter. Mais ça se fait. Je pense que je peux le faire. En tout cas, j'ai surmonté beaucoup de choses, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu en mode podcast vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler. J'espère que ça vous aura fait du bien aussi de m'écouter. Si jamais vous voulez partager votre expérience, vos conseils, votre propre rapport à votre corps en commentaire, que ça peut être un exutoire, n'hésitez pas à le faire. L'espace commentaire est fait pour ça aussi. Mettez des trigger warnings quand même avant, parce que voilà, on n'est jamais trop prudent. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, je sais pas trop quoi dire de plus. Ça m'a fait du bien d'en parler et de faire ce format-là un peu confidence. Peut-être que je le referai, je pense que je vais le refaire d'ailleurs sur d'autres sujets. Dites-moi s'il y a d'autres sujets peut-être que vous voudriez que j'aborde. J'en ai quelques-uns en tête. Et je vous fais plein de gros bisous et des gros câlins virtuels. On est ensemble dans ce combat, on va réussir à contrer tout ça. Merci encore pour votre soutien à tous. C'est vraiment génial de pouvoir me dire que je parle pas dans le vide et que je parle à des gens qui m'écoutent et qui relate à tout ça et que je suis pas toute seule. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et merci évidemment encore une fois au sponsor de la vidéo, Eve & Co, les meilleures culottes menstruelles. On est bien d'accord. Non, sérieusement, c'est vraiment des culottes incroyables. Bref, je vous fais plein de gros bisous.